Bonsoir. Alors, l'alchimie du cinéma, donc ciné-club consacré à la symbolique des images, qui est animé par Stéphane Grosbeau, reprend ses activités ce soir, après une longue période d'interruption, due aux raisons que vous connaissez. Cette séance donc fait partie d'un triptyque, d'un programme de 3 films sur le thème des frontières de l'humain, comment le cinéma parle des limites de l'humanité. Elle sera suivie donc le 12 novembre, ce sera un vendredi exceptionnellement, parce que déjà cette année le Ciné-Club passe du mardi au jeudi, et en plus la prochaine séance sera exceptionnellement un vendredi, le vendredi 12 novembre à 20h30 pour Blade Runner de Ridley Scott, et le 16 décembre, 3e séance avec AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg. Alors, vous savez qu'il y a 3 rendez-vous réguliers ici, qui sont l'alchimie du cinéma, les leçons de cinéma d'Alain Garel et le ciné-club du lycée Saint-Louis. Donc Alain Garel, la reprise, c'est lundi prochain à 19h45 avec Loulou. Le ciné-club du lycée Saint-Louis est déjà repris, lui, et sa 2e séance, ce sera, si je ne m'abuse, le 18 octobre. Oui, c'est je ne sais plus si c'est un lundi ou un mardi, oui ça doit être un lundi, donc je ne dis pas de bêtises, et c'est à 19h30 avec Indiscrétion de Georges Cukor. Et cette année, la Filmothèque développe justement ces rendez-vous, puisqu'il n'y en aura pas moins de 4 nouveaux, l'un consacré au cinéma français contemporain, un autre animé par Philippe Piazzo, qui est un journaliste critique bien connu. Il y aura aussi l'écran français à partir de novembre, consacré au grand cinéma français des années 30 et 40. Et je crois que j'en oublie toujours un. Mais de toute façon, vous aurez toutes les informations sur notre site, qui va d'ailleurs connaître une refonte, et puis à travers les réseaux sociaux, et puis les programmes papier à l'ancienne. Voilà. Eh bien, merci. Stéphane. Pour le petit micro. Bien, eh bien, merci à la Filmothèque d'accueillir ce ciné-club pour une suite. Alors je me suis amusé à laisser les dates de l'an dernier, vous voyez, parce qu'effectivement le cinéma nous amène à voyager dans l'espace et le temps. Et là, la séance que vous allez vivre ce soir, on l'a déjà fait en fait, c'est assez rigolo. On l'a déjà fait le mardi 25 février, avant d'être arrêté par les événements. Ce qui est assez rigolo, c'est que juste avant, j'avais eu plein de problèmes avec des machines, j'avais perdu mon portable, la caméra que Alain tenait là, avait bugué, on n'avait pas pu tout filmer, parce qu'en fait les séances sont filmées et mises sur Internet, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Libermundi. Donc j'avais expérimenté effectivement à ce moment-là comment on était dépendant des machines, effectivement, et c'est vrai que cette question, elle me hante depuis un petit moment, notre rapport à tout ça. Alors une autre question qui me hante, et qui par contre c'est pas de la hantise, là c'est plutôt du rêve, c'est quand j'ai vu 2001 au lycée de l'espace, j'ai rien compris au film au début, puis après je me suis rendu compte que certains films nous amènent vraiment dans des dimensions assez extraordinaires. Et la sélection de films que je fais, c'est ça. C'est des films justement qui vont réenchanter un peu notre vision du monde et qui vont travailler sur, vous voyez, le mot image, c'est l'anagramme de magie, de la magie du cinéma, du fait qu'à un moment donné, on est dans une salle et on voyage vraiment dans l'espace-temps et on apprend peut-être des choses sur nous et le monde. Voilà. Alors, le cadre d'analyse, le jeu de mots que j'ai fait, c'est l'alchimie du cinéma. Alors, l'alchimie a 2 sens. On dit qu'un bon film tient à une alchimie entre finalement 5 éléments. Un metteur en scène, une histoire, des acteurs, une musique et puis des spectateurs. Quand tout ça match, on dit quand il y a une bonne alchimie, on dit souvent entre les acteurs d'ailleurs, eh bien le film est réussi. Alors l'alchimie, à une époque, au Moyen-Âge, c'était une vision symbolique du monde avec des images. Et il y a un heureux hasard qui fait que vous allez pouvoir revenir voir dans ce cinéma la trilogie de Kieslowski, Bleu, Blanc, Rouge. Et cette trilogie, dans le cadre d'analyse que je propose, elle est totalement intéressante, parce que Kieslowski était un grand spirituel, un grand intuitif, et a mis dans ce film les notions de liberté, d'égalité, de fraternité à un sens assez élevé, avec une musique magnifique de Preisler. Donc je vous invite à revenir voir tout ça, parce que bon, le cadre d'analyse, vous voyez, des images du Moyen-Âge, il n'y avait pas de cinéma, mais on faisait rêver les gens avec ces enluminures. Et moi, il y a un monsieur que j'ai lu, Jung, qui a développé effectivement une analyse sur les archétypes. Lui, par exemple, quand il était petit, il lisait les chevaliers du Graal. Et ça, c'était sa vision, la chevalerie. Il se posait la question, au moment de la guerre,
Vous avez un film de Cronenberg qui est intéressant, hein, sur les 4 consciences de Jung. Il voit la crise arriver, comme nous, on est quand même dans une crise actuellement. Il se pose la question comment on va survivre à cette crise. Et lui, il a eu l'idée que peut-être que les chevaliers du Graal du Moyen-Âge pourraient revenir au XXe siècle. Donc c'est intéressant. Alors, ils ne sont pas forcément revenus, mais en tout cas, on a eu plein de films sur. On a regardé Alexandre Astier qui nous sort Kaamelott quand même, et qui est le buzz autour de Kaamelott et le succès de Kaamelott. Voilà. Donc ça fait partie de mon cadre d'analyse. Je ne vais pas en faire trop long là-dessus. Je vais vous dire aussi que personne qui m'a vraiment influencé pour lire le cinéma, c'est Joseph Campbell. Alors, qui a déjà lu Joseph Campbell dans la salle? Juste un petit sondage que je vois un petit peu. Personne. Qui a déjà vu Star Wars? Ça va mieux. Hein. Donc, si vous, pour faire le lien très rapidement, Lucas, quand il fait Star Wars à partir effectivement justement de la quête arthurienne, Star Wars c'est un reset de la quête arthurienne, il dit Campbell. Et Campbell, il dit que finalement, depuis l'aube de l'humanité, on raconte toujours à peu près la même histoire qui est faite en 3 parties, la séparation, l'initiation et le retour. Et Alexandre Astier, quand il construit sa trilogie sur Arthur, Arthur qui était roi, qui tombait en dépression, l'œuvre noire, la dépression, et l'idée qu'il va redevenir roi. Il va y avoir 3 épisodes, c'est pour ça qu'on a souvent des trilogies. C'est assez intéressant de voir comment ça se déroule et quand on retrouve ces éléments de narration et de symboles dans les films. Voilà, c'est un peu le cadre d'analyse globale. Voilà. Sur la présentation des 3 films que l'on va voir. Si vous voulez, moi je me pose des questions sur le rapport à la machine. Alors avec Metropolis, on va se poser la question du progrès, de l'esclavagisme. Avec Blade Runner, on va se poser la question de la machine humanisée. Est-ce que la machine est capable de révolte, d'amour? Et avec intelligence artificielle, on va parler de la machine, du robot d'emplacement, qui avait déjà été mis en avant par Tezuka dans Astro Boy, par exemple. Voilà. Et derrière tout ça, on va essayer de voir comment une idéologie est présente, mais dès Fritz Lang, et aujourd'hui elle s'actualise avec vos téléphones portables que vous avez là. Maintenant, dans vos téléphones portables, pour rentrer dans un cinéma, il faut montrer un QR code. Donc c'est intéressant de se poser des questions de comment ça se fait que ça arrive là maintenant. Et voilà, je vous parlais de transhumanisme. Et effectivement, se dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dessine, on est dans une crise, et voilà. Et ces films-là vont nous parler, c'est un peu le lien que je vais faire à un moment donné, sur actuellement, qu'est-ce qui se passe, sans avoir une prétention d'expliquer tout, vous l'avez entendu. Alors, ça se trouve aussi dans un dialogue avec... Alors, je présente le film en 5-10 minutes rapidement. Pour vous dire, Fritz Lang, c'est date 1890-1976. Il fait des études à Paris. Il fait des études d'architecture, on va le voir dans la composition des plans et des dessins de Metropolis. Il fait des études de peinture aussi, il est scénariste en Allemagne. Et il va faire à la fois des films muets, dont Metropolis fait partie, et des films parlants. Et il est un peu comme Kubrick et Nolan, ce sont des cinéastes démiurges. Ils veulent absolument reconstruire à chaque film un nouveau monde, et ils sont dans un contrôle absolu total sur les acteurs, sur tout ça. Ils veulent vraiment tout faire. Alors, à un moment donné, il a été décrit comme cinéaste freudien par Jean Bouchet, et on retrouve énormément dans ces films la thématique de la folie, du crime et de la loi. Donc, dans Metropolis, si vous voulez, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a bien peut-être un aspect freudien, mais il y a un aspect beaucoup plus métaphysique qui va sortir du film. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Fritz Lang est vraiment dans la mouvance de la mythologie nordique, avec des Nibelungen, on est en 1924, ça a été restauré chez MK2, donc on peut le voir. Après, effectivement, tous ces films MMOD qui nous demanderont, on est sur une espèce de dialectique du coupable et de l'innocent. Donc Lang nous montre que dans chaque homme, il y a un ange et une bête, comme disait Pascal, et qui veut faire l'ange fait la bête souvent. Donc ça s'appelle la dualité humaine. Et ce qui est intéressant aussi par rapport aux technologies, c'est sa thématique sur Mabuse. Avec le diabolique Dr Mabuse, les 1000 yeux du Dr Mabuse, qui pourraient évoquer les systèmes de vidéosurveillance. Et puis, voilà, donc c'est intéressant. En fait, il revient 3 fois sur Mabuse, en 22, 32 et 60. Et donc, cette question du mal, Fritz Lang aussi, dans Metropolis, on va avoir cette question du mal, avec bien entendu le rapport à la machine. Voilà, alors, ce film n'est pas fait seul. Il est fait comme beaucoup de films, souvent il y a une muse qui s'appelle Thea von Harbou, qui elle va être très vite gagnée par les idées du national-socialisme, alors que Lang va être plus ambigu vis-à-vis de ça, parce qu'il va quand même raconter avoir fui l'Allemagne suite à une proposition de Goebbels d'être responsable du cinéma allemand. Donc il y a toute une histoire. Alors est-ce que c'est la vraie histoire, on ne sait pas trop, mais en tout cas voilà, le couple a un peu s'est séparé sur ce rapport au pouvoir. C'est intéressant. En tout cas, Thea von Harbou, Metropolis, lui doit beaucoup. Alors, le nazisme, après, effectivement, Fritz Lang va clairement le dénoncer dans certains films, comme Chasse à l'homme et les bourreaux aussi. On ne peut pas
le taxer de sympathie pour le régime nazi. Et à un moment donné, dans un documentaire, il dit quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il dit que sa perception de la réalité est essentiellement visuelle. Donc le film que vous allez voir, il est sans parole, et les images, c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais décoder des images clés avec vous, sont censées, comme dans le film de 2001 de Kubrick, agir sur votre conscient et votre inconscient, et vous faire percevoir des choses. Et donc il y a un sens au-delà du premier sens du film, dans ce film-là. Voilà, alors il est produit grâce à Eric Pommer de la UFA, et effectivement, c'est pour l'époque, il y a 8 rôles titres, 36 000 figurants, 200 000 costumes, ça coûte 5 millions de Reichsmark, et il y a 310 jours de tournage. On peut dire que c'est le dernier film expressionniste et peut-être le premier film de science-fiction, en tout cas qui va influencer un nombre énorme de créateurs, dont George Lucas, quand il va faire effectivement ses 3 PO, ça ressemble quand même pas mal au robot de Metropolis. Voilà. Alors, ce film est un échec, il faut le savoir, mais les films souvent qui sont un échec à la sortie deviennent cultes. Témoin la rétrospective de la Cinémathèque à son ouverture en 2011 sur Metropolis. Voilà, alors bon, quand je vous montre ça, c'est-à-dire comment la pop culture reprend peut-être des icônes des robots. Alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est la copie de Buenos Aires de 2008, qui dure 2h27. Donc là, c'est une expérience assez énorme. Je suis content de voir que vous êtes nombreux pour la vivre. Voilà, on la trouve, cette réalité chez MK2. Alors, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Est-ce que des gens ont vu ça? Personne? Ça existe en VHS, mais bon, c'est pas très très bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que Metropolis a été réutilisé par des grandes figures de la pop culture. Donc c'est montrer que ce film, qui est très ancien, a influencé, donc c'est Giorgio Moroder, qui a fait la musique de Midnight Express. Donc il y a une espèce de filiation, de continuité dans l'intérêt du Metropolis, et ça, c'en est un exemple. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça a le mérite d'exister en 84. Et c'est une version très courte, de 84 minutes, qui n'est pas moins intéressant que ce qu'on voit ce soir. Et ce film fait partie de la sélection de l'UNESCO de la mémoire du monde. Rien que ça. Voilà. Alors, la musique que vous allez écouter, qui va bien supporter le film, parce que vous n'avez pas de parole, donc c'est Gottfried Huppertz. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez écouter une symphonie qui est inspirée de Wagner et de Strauss. Et enfin, le film a été remonté aux États-Unis, voilà, à Paramount notamment. Frisson n'était pas très content de tout ça, d'ailleurs, à l'époque. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, vous allez voir effectivement un jeu d'acteur un peu outré, parce que là, on parle d'expressionnisme dans la façon dont on va effectivement, sans dialogue, montrer des sentiments, donc c'est un peu extrême. Alors, le film a été très clivant, il y a eu 2 réactions, et je vous demanderai votre avis après aussi, on discutera, mais Wells dit que c'est un film le plus stupide qu'il a vu, tous les clichés du progrès avec si gros de sentiments, et pour Buñuel, c'est un plus merveilleux livre d'images qui se puisse composer. Moi, mon sentiment va plus du côté de Buñuel quand même, et après, voilà, un peu... Voilà. Alors, effectivement, ça va poser la question qu'on va voir un petit peu, c'est que le robot, est-ce que c'est une arme? Est-ce que le robot a une âme? Donc, vous voyez, Tezuka, après, le roi du manga, va faire son Metropolis en manga, et Rintaro va l'adapter en manga. Donc, vous voyez, la pop culture, les jeunes générations ont vu, ou lu ou vu ces deux films. On va voir. La bande dessinée aussi, dernièrement, avec Serge Lehmann, qui est un grand scénariste. Une nouvelle version. Voilà. Alors, le petit travail que je vais vous demander, simplement, enfin, comme ça, c'est quand vous allez voir des personnages. Alors, les personnages, en fait, ça vient de persona. Vous avez tous des masques sur la figure. Eh bien, derrière votre masque se cache quelqu'un, et derrière les personnages se cachent des archétypes. Alors, des archétypes, chez Jung, il y a l'archétype de la princesse, il y a l'archétype du vieux sage, l'archétype du mentor, l'archétype du chevalier. Enfin, on peut voir plein d'archétypes, mais des personnages qui ont une autre raison d'être que ce qu'ils veulent bien montrer. Voilà. On regardera quelques images clés, j'ai fait des captures d'écran, je vous ferai réagir dessus. Et après, finalement, je conclurai sur la vision que j'ai du film, qu'on essaiera de décrypter ensemble, c'est-à-dire un film à un niveau premier degré, et moi je dis qu'il y a un sens implicite qui nous parle, et donc si vous voulez, moi je ferai le lien avec la question du transhumanisme et de l'idéologie, peut-être actuelle, qui est encore présente, autour de ça. Alors effectivement, ce qui est important, c'est de dire que les auteurs ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font, parce qu'il existe un inconscient collectif. C'est Jung qui l'a bien montré. Voilà, je vous souhaite un beau film en tout cas, et on se retrouve dans 2h30. Voilà, à tout à l'heure.
réaction pour des gens qui voient pour la première fois en termes de surprise, de déception peut-être même, hein, je ne sais pas, c'est peut-être trop long, 2h30. Monsieur Non, moi ce qui m'a plutôt marqué, c'est le côté, par rapport à ce dont j'avais entendu parler, j'imaginais un film beaucoup plus, on va dire, engagé vers le côté, vers les travailleurs. Et aussi, je ne m'attendais pas du tout à voir toute cette, cette iconographie un peu catholique. Oui, alors catholique ou religieuse, c'est ce qu'on va développer hein, dans l'analyse que je vais faire là. C'est vrai que c'est un film qui est très étonnant. Théa von Harbour, rapidement, elle a été happée par les idéaux du national-socialisme. C'est quoi le national-socialisme? C'est l'union hein, de la gauche et de la droite, hein, un petit peu. Notre président, il nous a fait un peu de coup en disant oui, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, on est tous unis, on va vers un monde nouveau. Et c'est vrai que la question entre les belles intentions et le fascisme, c'est pas loin. Voilà. Donc effectivement, la question du catholicisme, de la cathédrale, hein, voilà. Donc je vous propose de montrer quelques images. Alors, vu le peu de temps qu'on a, c'est-à-dire une petite demi-heure, je vais être obligé de zapper certaines choses, mais bon, on va aller à l'essentiel. Voilà, je mets mon moteur. Alors, sur l'analyse, voir les différents personnages. Donc je vais vous faire intervenir sur les principaux personnages. Alors, sur ce personnage, donc, qui est le fils de Dieu, presque, hein, quelque part, qu'est-ce que ce personnage traverse dans le film? Est-ce que quelqu'un veut parler de ce personnage? Je vous laisse dire un petit peu ce qui vous a inspiré, ce qui vous inspire comme remarque. Voilà, allez-y. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu la copie d'Engels en fait. Ah. C'est-à-dire qu'en fait il vient de la bourgeoisie et il va être touché par le prolétariat qu'il va avoir. Et du coup comme il va pouvoir, comme il vient de la bourgeoisie qui est l'endroit où il y a le pouvoir justement et que lui il va pouvoir en même temps venant de là avoir conscience de ce prolétariat, va pouvoir avoir une action beaucoup plus grande. Si on vient du prolétariat, on n'aura pas comment dirais-je, les armes peut-être intellectuelles d'agir, vu que quand on vient du prolétariat, on travaille toute notre vie, alors que lui, il a ce qu'il faut et c'est un peu compliqué à développer, mais... D'accord, donc il a fait en fait une référence historique, effectivement, Frisand a sans doute pensé peut-être à... Mais disons que ça va même dépasser ce personnage que vous évoquez. Oui, mais effectivement, c'est juste, hein, parce que il y a une lecture historique du film politique qui est très juste, il n'y a pas de souci. Alors, d'autres réactions, remarques sur ce personnage? Du coup, avant le film, vous avez parlé du parcours du héros. Oui. Ça me paraît chez quelqu'un dans le film. Quasiment, hein, Campbell, pour ceux qui connaissent, hein, l'appel de l'aventure, l'initiation, et puis le retour, et puis oui, à la fin, il y a quelque chose d'une réconciliation. C'est un héros. Alors, est-ce qu'il est tenté de refuser l'aventure à un moment donné dans l'histoire? Oui, quand il va chez son père, à un moment, ouais. il aurait pu se laisser convaincre. Ouais. Voilà, donc c'est effectivement, hein, on a bien quelque part, alors Campbell va développer ses thèses bien après, hein, finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est que Campbell, en fait, il met en avant, il n'invente rien, hein, si vous voulez, on est dans l'inconscient, hein, c'est-à-dire dans l'inconscient de l'homme, depuis qu'on raconte des contes, il y a toujours une structure propre, on en avait parlé, on prend 3 points, vous voyez, 3 points, enfin voilà, il y a des invariants hein, qui jouent là-dedans. D'autres choses sur le personnage? Alors, rapidement, moi je voulais vous montrer qu'effectivement, on pourrait imaginer qu'il ressemblerait presque à ce personnage, hein, qui, à un moment donné, une figure messianique qui se réveille de quelque chose. Ce qui est intéressant par rapport à l'idée d'un élu, c'est qu'à un moment donné, il y a des scènes presque de calvaire. Hein, vous voyez, la question, il prend la place d'un ouvrier, vous voyez, il va un peu comme... voilà, donc effectivement, il y a quelque chose, on parlait de catholicisme, moi je parlais peut-être d'images un peu christiques hein, qui sont données, et voir éventuellement aussi, vous voyez, la question de l'histoire de Bouddha, hein, qui sort, c'est la vision de Bouddha de Tezuka, il sort de son palais, il se rend compte que les gens souffrent, donc il peut, effectivement, il y a plusieurs peut-être connotations. Hein. Alors le papa, Joe Fredersen, alors est-ce que c'est le parfait salaud capitaliste ou c'est plus subtil que ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ne soyez pas timide, hein, même si c'est enregistré. Le film a montré que c'était bien plus subtil que ça. Alors, allez-y. Pour toutes les catégories de voilà. population, c'est pas manichéen, les ouais. gentils, les méchants bourgeois contre le gentil prolétariat. Quoi. Ouais. Chacun se rend un peu la balle, donc lui, non.
Un peu dépassé aussi par ce qui arrive. Quel est son drame intérieur à ce personnage? Le fait de ne pas transmettre à son fils. Oui, l'échelle de la transmission. Hein. Et puis bon, sa vie sentimentale quand même, c'est un type qui est très seul. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Puis on voit le personnage joue la souffrance. Là. Il a la main sur le cœur, on sent que c'est quelqu'un, peut-être d'ailleurs qui n'a pas de cœur, vous voyez. Enfin, où son cœur s'est endormi. Hein. Donc c'est sûr que c'est un personnage... Voilà, rapidement, effectivement, il pourrait être aussi représenté, si on prend l'archétype jungien, par la version du démiurge, c'est-à-dire celui qui se prend pour Dieu et qui ordonne le monde, hein, à la manière d'un metteur en scène, parce qu'en fait, le monde dans lequel il vit, c'est un monde qui est une espèce de cinéma permanent, hein, et qui est basé sur l'exploitation d'un monde souterrain, hein, donc c'est assez étonnant. Alors, ce personnage, qui est joué par un acteur avec des yeux totalement déments, Rodvang, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, allez-y, n'ayez pas peur d'intervenir. Bon, il est assez évident, lui. Est-ce qu'il est surprenant dans le film? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Bon, parce que bon, tout film a besoin d'un personnage un peu excessif, hein, pour dire le méchant. Est-ce que c'est vraiment le méchant absolu du film? Pas vraiment. Ouais, allez-y, oui. Bah, disons que... Comment dire, c'est compliqué. Il fait ce qu'il pense être juste, puisqu'il trahit le père du héros. Au dernier moment, il décide qu'en fait, non, c'est de donner au robot d'autres indications, etc. Moi, j'ai eu du mal à le cerner, ce personnage, sincèrement. C'est pas celui sur lequel j'ai porté le plus mon attention. Mais bon, c'est un peu lui qui déclenche, qui déclenche un peu ce qui arrive, puisque... Ouais, c'est ça, hein, qui est effectivement une figure. Alors, effectivement, on pourrait voir, hein, il travaille sur la matière, et il y a l'idée, vous voyez, au Moyen-Âge, on avait des alchimistes qui étaient à la fois des sorciers, on ne savait pas pour qui vraiment, quel était l'objectif de ce qu'ils faisaient, le plomb en or, enfin voilà. Et effectivement, alors on peut penser à d'autres œuvres un peu impressionnistes de personnages alors, qui créent non pas des robots, mais vous voyez, le Golem, hein, le film de Wenger un an avant, parle effectivement de la création d'un personnage qui est animé par un souffle d'esprit, comme voilà, il joue à Dieu aussi, hein, quelque part, en créant quelque chose. Alors, effectivement, il y a une ambiguïté, hein, dans ces personnages qui sont à tour alliés et ennemis selon le... Voilà. Et effectivement, il y a le film. Alors ça a été rajouté dans la version que vous avez vue, hein, la référence à cette femme, qui est vraiment l'antagonisme entre eux, hein, c'est le personnage de cette femme disparue. Et le robot va être une sorte de mémoire de cette femme qui n'est pas là. Alors effectivement, le fait que cette femme ne soit pas là, après il y a Maria qui arrive, et c'est l'idée qu'on est dans une société patriarcale où il manque effectivement l'élément du féminin. Et l'élément du féminin est rapporté à la fin, enfin, il y a quelque chose de très beau là-dessus. Elle n'est pour mon bonheur et celui de tous les hommes. Hein. Donc il y a une société qui serait entièrement patriarcale et vouée quelque part à l'autodestruction. Donc on a besoin de remettre le cœur, enfin, on va le voir à la fin. Hein. Voilà, alors lui, effectivement, il représente, alors c'est peut-être le personnage, je sais pas, le moins subtil du film, il représente le côté terrien, si vous voulez. Hein. On a le côté des éléments qui apparaissent, on le voit à la fin. Alors je sais pas, vous avez envie de dire quelque chose de ce personnage? Est-ce qu'il est bien caractérisé dans le film? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux autres? Lui essaye de ne pas céder à l'hystérie collective, justement, oui. Jusqu'au dernier moment. Après, dès que ça touche un peu à la famille, ouais, il sort les crocs, quoi. Voilà. Et à la fin, on voit toute l'espèce de... À la fois, il a envie d'aller vers ce type, et il y a quelque chose qui est difficile pour lui, hein, parce qu'en fait, on est dans la confrontation. Donc là, on a une version de la lutte des classes qui pourrait être assez classique, sauf que la fin, on va voir, elle est moins classique. Voilà. Alors, le personnage, quand même, peut-être le plus beau du film, quand même, Maria. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette femme qui est très bien jouée quand même, cette femme qui arrive à nous emporter, moi je trouve, voilà, on peut tomber amoureux assez facilement. Alors, des réactions sur la place qu'elle joue dans le film? C'est le sacré. Alors, oui, c'est-à-dire que là, quand on parle, vous voyez, de la question du féminin, donc il y a la lutte politique, hein, pour le féminisme, qui est tout à fait recevable et acceptable. Mais effectivement, il y a cette idée aussi que derrière le féminin, il y a du sacré, et que
Ce sacré, ça se base, elle a un rapport à l'enfance, elle veut transmettre, elle amène les enfants voir ce monde, elle n'est pas dans le jugement, elle voudrait essayer de réconcilier ce qui est effectivement, du point de vue des hommes, irréconciliable. Donc elle est sur un autre niveau, et là on va toucher peut-être avec elle la dimension du sacré, qui n'est pas la dimension du religieux, c'est ce que je vais essayer de vous montrer après. Voilà, justement, quand on voit par exemple un film de Fritz Lang qui va faire après, eh bien ce féminin sacré, il va l'incarner avec cette actrice qui fait une danse, vous voyez, le tombeau hindou. Donc il y a, vous voyez, des résonances. Metropolis va le hanter dans toute sa filmographie, et notamment dans son dernier film. Voilà, bon, la scène avec les enfants, je passe un peu vite, je suis désolé, mais bon, vous verrez un peu tout ça. Et alors effectivement, après, cette idée de révélation, il y a plein d'images un peu christiques avec des croix. Alors est-ce que c'est catholique? Je ne sais pas. Je ne crois pas que Lang était vraiment catholique. Il était peut-être un peu anard. En tout cas, il avait une quête, il se posait des questions, je pense. Alors après, vous voyez tout de suite l'imitation, c'est-à-dire le détournement. Alors là, c'est clair qu'au niveau de l'expressionnisme, vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette intrusion de la machine dans le film? Comment c'est fait? Qu'est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? Quelle est la fonction du robot dans le film? D'autres images. Voilà, cette scène-là, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Là, on est quand même dans les premiers effets spéciaux du cinéma. Alors, quelqu'un pour rappeler un petit peu comment le robot arrive dans le film, là, comment il est mis en avant? C'est le savant fou qui cherche à recréer un être qu'il a aimé. Oui. Donc on est un peu dans ce qu'on verra dans l'intelligence artificielle, c'est l'idée de la machine affective, qui est un piège terrible, le robot de remplacement. C'est-à-dire que l'être humain, vous voyez, on a tous envie d'aimer quelque chose qui soit stable. Et tout ce qu'on va aimer va soit disparaître, soit mourir. Donc effectivement, la machine mais devient en plus, il y a une stratégie de subversion. Vous avez bien vu que cette machine, elle est créée pour faire la révolution. Et à partir du moment où il y aura la révolution, il y aura la répression. Vous voyez ? C'est la théorie du pompier pyromane. On met le feu pour pouvoir l'éteindre. Ça, c'est une stratégie de pouvoir politique. On peut se poser la question s'ils ne sont pas toujours en train de la faire, de le développer aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que l'iconographie, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez des cercles. Donc vous avez effectivement 1, 2, 3, 4. Ça fait 5. Donc 5 cercles. Le 5, si vous voulez, c'est le chiffre de l'homme. Et on va voir effectivement, on a dans des films, là on a d'autres images un peu comme ça qui montrent la création. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est l'idée qu'il ne lui manque plus qu'une âme. C'est la question qu'on verra dans Blade Runner. Dans Blade Runner, les robots auraient une âme. Là, pour le moment, la question d'âme, elle reste en suspens dans le film. En tout cas, on est vraiment dans l'imitation presque parfaite. Alors, les références, si vous voulez, tout ça, à la même l'époque, c'est Robota, de Karel Capek, où on a la première machine automatisée, le premier robot, et la théorisation du robot pour effectivement faire en sorte que les ouvriers soient un peu libérés de l'exploitation de leur force de travail. Mais ce qui va les libérer va les remplacer, donc si vous voulez, le remède va être pire que le mal à un moment donné. C'est toute l'ambiguïté de notre rapport aux machines. Et puis vous avez, au niveau visuel, Fritz Lang va s'inspirer de ce livre-là, je ne sais pas si vous connaissez, L'Ève future, de Villiers de l'Isle-d'Adam, où vous avez une incarnation de l'Ève du futur qui est une machine. Et effectivement, les hommes se prennent au jeu de tomber sous la fascination de cette machine qui a des attributs quasiment divins. Voilà. Donc vous avez des images très fortes dans le film, je vais passer, vous voyez, sur le côté religieux, c'est-à-dire le côté morbide finalement de tout ça. L'imitation de la nature conduit à quelque chose de terrible. Alors, on va passer quelques images clés sur lesquelles je vais vous faire réagir. Voilà. Ça c'est une image, vous voyez, de Camille Flammarion, sur la vision qu'on peut avoir du monde, on peut avoir plusieurs visions de la réalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est une citation de Fritz Lang quand même, sur le film, parce que des fois c'est bien de... Quand je peux trouver des citations, je les donne parce que ça permet de mettre ma subjectivité un peu dehors. Il dit « Tout ce que j'ai à dire et que je ne saurais exprimer par les mots est écrit dans l'écriture cinématographique de Metropolis en noir et blanc.
le film Telle la cathédrale devrait être anonyme. Oui, c'est intéressant quand même. Ça, la cathédrale, c'était fait par des opérateurs qui mettaient leurs initiales. Et si vous voulez, l'énergie du lieu, sans discours, devait transmettre quelque chose. Et Fritz Lang revient à cette logique artistique. Et Jodorowsky, d'ailleurs, il dit que l'art sacré, c'est pas le cinéma, c'est les cathédrales. Vous voyez, c'est intéressant dans une interview qu'il a fait, que je ai discuté avec lui il y a quelques temps. Et lui, il minimise un peu le cinéma. Et Fritz Lang, voilà, le film Telle la cathédrale devait être anonyme. Alors, pourtant, Fritz Lang est devenu, effectivement, il a fait sa carrière sur Metropolis, donc c'est très paradoxal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, quand on a la tour de Métropolis, cette tour, elle a une forme, vous voyez, quand on parle de création, on a 5 cercles, et là, vous voyez, on a une forme à 5... Voilà, donc ça, vous connaissez ces formes géométriques, hein? Ça vous dit quelque chose ou pas? En géométrie sacrée, c'est un pentagramme. On a ça sur les ballons de foot, c'est un pentagone, donc le pentagone, polygone à 5 côtés, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on va avoir toute une architecture pentagonale et octogonale hein, dans la création de Métropolis. Et après, effectivement, alors c'est basé vraiment sur ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Par exemple, quelqu'un qui fait en 1914, ben voilà, hein, Fritz Lang, il va s'inspirer de ça, qui existe vraiment. Donc, je vous rappelle, il a fait des études d'architecture. Donc tout ça est très référencé. Et les gens qui travaillent là-dessus travaillent sur la connaissance des compagnons du devoir qui ont créé les cathédrales, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose que, quand on construit une cathédrale, il y a des énergies et de la géométrie sacrée. Voilà, hein, c'est intéressant de le signaler. Alors, quand on verra Blade Runner le mois prochain, vous allez voir que dans cette dystopie, dystopie c'est effectivement quelque chose qui est une contre-utopie, c'est un monde un peu infernal, et à la fin du film, on va peut-être vers un monde utopique. Mais Blade Runner, l'univers de Blade Runner est totalement calé, et en hommage à l'univers de Fritz Lang, hein, je vous dis, au niveau de l'architecture qu'a choisi Ridley Scott dans le film. Voilà. Bon, quelques images que j'ai prises, voilà. Alors, sur la question des cathédrales, par rapport à la symbolique, si vous avez Notre-Dame, eh bien effectivement, les cathédrales avaient un message codé, hein, comme je disais, les alchimistes, on les appelait les imagiers. Hein. Les imagiers, c'était comme Camille Flammarion, comme les images que j'ai mis au début, et certaines sculptures qui, quand on les décode symboliquement, veulent dire quelque chose. Et Lang était très intéressé par tout ça. Hein. Il a mis des choses là-dessus à une époque. Voilà. Et notamment, Notre-Dame de Paris. Hein. On peut voir comme un joli roman, mais qui est une œuvre totalement à clé. Voilà. J'en dirai pas plus, mais vous voyez, voilà. Alors, je passe un petit peu. Alors, il y a des choses, voilà, par rapport à ce qui est intéressant. Quand on voit le monde paradisiaque des riches, ben, l'iconographie est très basée sur ce qu'a fait Gaudí. Et Gaudí est quelqu'un qui connaît énormément, il était franc-maçon, il connaît énormément la symbolique. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on est après sur des images qui sont l'homme-machine, c'est-à-dire, c'est un peu ce que disait Philippe Cadic, dont on parlera le mois prochain. Philippe Cadic dit, avec l'automatisation du travail, l'homme devient machine. Donc ces ouvriers, vous voyez, le côté mécanique du travail et de l'exploitation. Voilà. Et donc on a l'impression, il est question de catacombes dans le film. Donc on a l'impression qu'on est en enfer. Hein, c'est-à-dire qu'on a recréé, si vous voulez, la Divine Comédie, qui est un espace mental chez Dante. Il y a d'un côté le paradis artificiel des riches, et en bas, l'enfer. Est-ce que vous connaissez un film de science-fiction récent qui reparle de ça avec Matt Damon? Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Elysium. Ouais. C'est une référence il y a des références à Metropolis, vraiment. Hein. Et c'est intéressant de voir comment, voilà, on est là-dedans. Alors, effectivement, quand on voit la dernière œuvre de Fritz Lang, hein, le tombeau hindou, et vous avez toutes ces références aux catacombes. Hein. Et les catacombes, c'est aussi des endroits où les premiers chrétiens se cachaient pour échapper à l'Inquisition romaine. Donc l'idée pour aller à la lumière, il faut rentrer au plus profond de la terre. Hein. C'est ce que dit, par exemple, effectivement, dans la Divine Comédie, Dante, hein, le poète, il commence à rentrer sous terre et après il remonte au paradis. Voilà. Ben, c'est un peu le parcours des personnages. Voilà, avec tous ces plans, alors je passe un petit peu sur... Alors ça, cette image, je voudrais que vous la commentiez quand même, parce que je trouve qu'on est là vraiment dans la symbolique ouverte. Est-ce que vous vous rappelez comment quelqu'un veut parler de cette image de Moloch? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, Moloch, d'ailleurs? Non.
Est-ce que vous vous rappelez comment l'image arrive? Est-ce que c'est une image réelle ou une image fantasmée, ça? Alors? Fantasmée, hein, c'est une vision. Hein. Mais cette vision, elle est intéressante, puisqu'en fait, c'est une métaphore du système. Alors Moloch, en fait, si on reprend, hein, c'est l'idée du sacrifice. Alors on voit ces images-là, ces ouvriers vont au sacrifice, vont à la mort. Hein. Et Moloch, si vous voulez, c'était un dieu païen, je reviens, à Carthage. Hein, on sacrifiait des gens à Moloch. Et donc cette vision, on l'a. Et on l'a aussi dans un livre, dans un bouquin. C'est un livre et aussi un film qui s'appelle Cabiria, de Gabriele D'Annunzio. Vous avez là une représentation des rites de sacrifice des premières sociétés au dieu Moloch. Voilà. Et alors après, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez un film dans le film, le petit court-métrage sur Babel, hein, sur l'idée, moi je trouve ça assez fabuleux, hein, la légende de la tour de Babel. Voilà. Donc ça, je vous remonte les images, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de mythologique ouvert, hein, donc qui est une méta-référence. Alors je vous montre effectivement le tableau de Bruegel, et on peut dire effectivement cette tour de Babel, l'homme qui se prend pour Dieu, bah, est-ce qu'on a légitimement l'idée de est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est pas il y a une malédiction après, c'est-à-dire à un moment donné la tour elle est détruite et les hommes ne se comprennent plus, hein, c'est-à-dire on parle des langues différentes, on est dans des classes différentes. Donc on est tombé dans le monde de la division après, alors que l'homme a voulu s'unir en créant des œuvres d'art, vous voyez, comme des cathédrales, et ça ne marche pas. Oui, donc c'est quelque chose d'assez étonnant. On va retrouver ça dans une très belle BD de Secrétaire et Peters. Je fais des liens souvent parce que je trouve l'univers de la BD très chouette. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, alors là je vous le dis rapidement parce que c'est le mythe de la tour de Babel, c'est pas le même. Il n'y a pas de la punition divine hein, dans la version Fritz Lang, mais il y a juste l'idée de l'hubris. C'est-à-dire l'hubris, c'est quelqu'un qui, c'est ce qui arrive à Feder, c'est-à-dire il se prend pour Dieu, il en paye le prix. Les ouvriers, ils ne connaissent pas vraiment le but de tout ça. Et en tout cas, on revoit bien l'idée qu'il y a un échec de la transmission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire des choses super, mais ils n'arrivent pas à passer leurs idées. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, il n'y a pas de travail en intelligence collective. Il y a un cerveau qui pense pour tout le monde. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, si vous faites partie d'une association, vous allez voir que dans les assos, ça marche différemment. Les gens ont envie de travailler en collectif. Hein, monsieur, vous dites. Il n'y a pas quand même un parallèle avec le déluge? Oui, totalement. C'est quand même une mission divine. Totalement. Oui, on peut le voir aussi comme ça, bien sûr. Oui. Alors après, voilà, Lang, il aime bien, pour montrer que Lang joue avec des mythes. Donc c'est pas le mythe exact, il le remixe, il donne quelque chose d'assez... Alors là, ce qui est intéressant quand même, c'est ça. Alors là, quand on parle de symbolique, là on a un symbole. Alors je vous ai évoqué déjà ce symbole dans la construction de la tour de Métropolis, dans les cercles concentriques qui ont créé ce robot, et là, vous avez regardé. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce symbole? Madame? Le bouc, oui. Le diable. La magie noire. C'est-à-dire, en fait, ce symbole, si vous le retournez, vous avez ce qu'on appelle l'homme-âme chez les pythagoriciens. Vous avez un petit dessin animé sur Internet, ça s'appelle Donald au pays des mathématiques, et vous avez le pentagramme inversé, donc, qui est un symbole de l'homme réalisé. On le retrouve dans l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Et là, vous avez bien l'idée, qui est montrée en une seule image, que ce travail de création d'une machine, c'est de la magie noire. Voilà. Donc, Fritz Lang, l'air de rien, il nous avertit, attention, l'homme qui crée les robots, qui se prend pour Dieu, il joue dans le noir. Même si a priori, c'est fait pour nous aider, c'est gentil, et voilà. Donc on est dans quelque chose d'assez... voilà. C'est des énergies, alors on peut le dire, voilà, pourquoi c'est noir? Alors, noir et blanc, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais bon, c'est des énergies terrestres, c'est pas des énergies célestes. Si on retourne, on est dans la question du bas et du haut. Et ce personnage, effectivement, va être très ambigu, parce que ce personnage, c'est la source de la révolte et la source de la répression. Hein. Donc il a deux visages. Il va être... voilà. Donc voilà, je vous montre en alchimie, hein, cette image était dans les traités de magie du Moyen-Âge, était très utilisée. Après, on l'a repris aujourd'hui. Hein, voilà. Et voilà, hein, je vous montre des images avec le pentagramme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va dans l'imitation. Hein, c'est-à-dire qu'on crée une fausse Maria. C'est-à-dire, on peut se poser la question aujourd'hui hein, de stratégie des politiques. Bon, par exemple, Greta Thunberg. Moi, je me pose des questions sur Greta Thunberg. Elle est très jolie, cette petite fille, mais elle arrive au forum de Davos. Et elle est là pour nous sauver. Est-ce que ça ne vous pose pas question? Parce qu'en fait, les gens de Davos qui lui donnent la parole, c'est les gens qui ont créé la situation dans laquelle on est.
Et il donne la parole à une petite fille qui veut sauver le monde, et on fait un film, c'est merveilleux. Voilà, moi je me pose des questions. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de combattre Maria, de l'emprisonner, on limite, on détourne. Est-ce que c'est pas devenu une stratégie des pouvoirs? Est-ce que Fritz Lang n'a pas été visionnaire quand il a fait ce film? Voilà, c'est la question que je sais pas si je vais dire peut-être un peu. Mais je vous pose la question. Hein. Je n'affirme rien en général, mais je pose des questions. Voilà. Alors, effectivement, les références, vous parlez du catholicisme, je vous parlais de la Bible, hein, la grande prostituée. Voilà, quand on voit ça, je reviens, on est carrément dans une image de l'Apocalypse. Hein, c'est vrai que Fritz Lang joue avec les images. Voilà. Je ne sais pas s'il y croit vraiment d'ailleurs, mais en tout cas, il les met en image. Voilà. Alors, est-ce que, avant que je vous donne un petit peu une conclusion sur le film, vous auriez envie de donner votre version de la fin, hein, de cette fin? Je vous donnerai une vision, hein, et puis mais j'aimerais bien vous entendre sur la fin. Comment vous avez trouvé cette fin? Est-ce que vous êtes déçus? Il y a des gens qui disent que c'est un peu gnangnan la fin quand même. Et d'autres personnes qui ont dit mais cette fin elle est formidable, ça donne une nouvelle vision des rapports. Alors voilà, je voudrais vous entendre là-dessus, avant de conclure. Alors, qui a été déçu par la fin? Alors, est-ce que les gens qui n'ont pas parlé, monsieur dans le fond, vous voudriez dire pourquoi vous êtes déçu par la fin? On arrive en fait au début du film, on nous explique qu'il y a un rapport de force qui ne fonctionne pas spécialement, avec du coup le père qui a créé cette ville, qui domine un peu toute sa société ouvrière et qui les a même enfermés sous terre. Et la façon dont je vois cette fin, en fait, c'est que le rapport de force ne sera pas complètement changé. Donc même s'il y a une communication qui va être instaurée, comment dire, il va pas tomber en fait, ce personnage. Donc même si y a une sorte d'espoir qui est présenté, la situation va pas complètement changer. Et du coup, pour moi, c'est pas une si bonne fin que ça, en fait. Les ouvriers, la manière dont je le vois, vont finalement pas réussir à obtenir ce qu'ils veulent. Oui, la réconciliation, effectivement, quand on est dans les caméras, c'est presque un truc un peu médiatique. On se réconcilie dans les caméras, puis après, le truc continue. C'est sûr que le film, ça finit assez brutalement. Mais on pourrait avoir envie de... Oui, c'est totalement légitime, votre interrogation. Alors, une autre personne qui va s'exprimer sur la fin, peut-être en contraste, qui a bien aimé la fin, expliquez pourquoi, je sais pas, monsieur. Moi j'ai bien aimé la fin. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce qui est détruit, en fait, à la fin, c'est le robot. Oui. La seule personne qui meurt, la seule personne qui est détruite, c'est le robot, mais sous le masque de femme. Et donc, au début, ils poursuivent Maria, qu'ils accusent de tous leurs maux. Mais en fait, elle se révèle au robot. Donc, je trouve intéressant qu'en fait, la finalité de toutes les luttes, c'était les machines. Et puis, c'est à travers cette destruction que ça leur permet de retrouver leur humanité commune et aux ouvriers de s'affirmer en tant qu'hommes. Oh non, mais après je ne dis pas que tout est... Oui, tout est rose pour la suite, mais voilà. Par rapport à notre thématique qui est dessus l'histoire des machines, moi j'ai revu, vous voyez, le problème de Dune qui ressort et de Lynch, c'est que chez Herbert, il y a ça aussi. Il y a qu'à un moment donné, l'homme, avant d'en arriver à la situation où ils sont dans Dune, est passé par une période où les machines l'ont remplacé et l'ont rendu esclave. Et à un moment donné, l'homme s'en libère. Ça c'est intéressant, hein. Notamment par rapport à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On développera ça plus dans les prochains. Donc effectivement, vos deux analyses sont assez complémentaires. Hein. Moi je retiens bien cette idée aussi de la machine. Alors, d'autres réactions sur la fin, puis on ne va pas tarder à conclure, parce qu'il est tard. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer sur cette fin? Monsieur? Peut-être mon doute que j'ai envers le film, c'est ce traitement peut-être assez latéral de la machine, comme... Oui, voilà, c'est ce qu'il dit, comme magie noire, comme quelque chose qui est issu de la volonté d'un des mieux, d'un des mieux. Et je sais pas, c'est juste, j'ai pas un avis très tranché sur les machines, c'est bien pour
Enfin, je trouve le truc un peu manichéen, le traitement de la machine un peu manichéen. Un peu manichéen, ouais. C'est-à-dire que la machine, si vous voulez, c'est à la fois l'idée du refus de la mort. C'est-à-dire que cette femme, elle est morte, bah, à un moment donné, il faut en faire le deuil, et là, on veut la ramener. On veut utiliser la machine à des fins politiques. Donc, la machine, c'est l'intention qui est derrière l'homme. Effectivement, aujourd'hui, on a envie de dire que c'est la manipulation que Fritz Lang met en avant. Et Fritz Lang a toujours été passionné par des histoires de manipulation. Tous ses films, ça parle de ça. Donc, c'est de ce côté-là, bien entendu. Et à l'époque, c'est sûr que, si vous voulez, aujourd'hui, les machines, on est passé... on est assez fasciné par les machines aujourd'hui. Donc ce film, il a contrebalancé, et c'est vrai que c'est peut-être un peu particulier. Voilà. Alors comme c'est bientôt l'heure, je termine un petit peu sur la conclusion et la vision que je vous propose du film, et qui recoupe les choses que vous avez dites. C'est effectivement ce que je voudrais... Voilà, c'est de dire qu'il y a eu plusieurs lectures possibles. La lecture marxiste, en disant, voilà, tout est lutte entre deux classes, le chronique, tout est sexe. Moi j'essaie de vous dire qu'au finalement, il y a plusieurs logiques dans les films. Voilà, c'est un peu ça, et vous l'avez vu. Alors, la question de la fin, vous voyez par exemple l'idée du féminin. Moi je trouve qu'une très belle suite à Metropolis, ça serait ce film de Fritz Lang, La femme dans la lune. Et si vous le voyez, vous allez voir qu'ils se répondent un peu. Je ne vais pas développer plus, mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de parler du mythe de la machine désirante. C'est Michel Carrouche qui va analyser le grand verbe de Duchamp comme un nouveau mythe. La machine célibataire créée pour combler le sentiment de solitude de l'homme, ou la perte de l'être aimé. C'est un piège, et Deleuze va le reprendre avec Dantec. Et effectivement, cette théorie, ce mythe de la machine désirante, est inspiré par Métropolis et Philippe Cadic. Et vous avez La mariée de Duchamp, qui est exactement ça. C'est-à-dire que comment cette vision, effectivement, un peu négative de la machine, mais qui est de nous dire attention, c'est-à-dire que quand on crée quelque chose, on crée un potentiel d'évolution, mais un potentiel de destruction. Donc faisons attention. Pourquoi l'homme, vous l'avez dans Astro Boy de Tezuka, c'est magnifique, je veux dire, si vous me disiez ce manga, c'est tout à fait ça, et Spielberg le reprend avec Kubrick dans AI. Voilà, la machine désirante, on en parlera de ce personnage, et c'est au cœur de la BD de Lehmann aussi, cette femme perdue, cet amour qu'on veut avoir pour un être qui comblerait tous nos désirs et tous nos manques. Quelle erreur d'essayer de combler nos manques dans l'être aimé quand même. Voilà, alors la conclusion, je vais vous donner un peu ma lecture de la conclusion, je reprends le texte, entre le cerveau, les mains, le médiateur doit être le cœur. Voilà. Alors, comment ça peut se lire ça Cerveau et mains veulent, mais il leur manque le cœur. Voilà. Donc, le médiateur, voilà, je reprends, ça c'est tout. Le texte est très important, et c'est Théa von Arbout qui l'a écrit. Et c'est vrai que la façon dont elle l'a compris, elle, c'est en allant soutien le nazisme après. Et Fritz Lang, lui, n'a pas du tout compris la même chose. Vous voyez, donc sur un même texte, on peut avoir des intentions différentes. Voilà, alors, ce que je voudrais vous dire là-dessus, voilà, donc c'est des images de la fin. Et effectivement, on voit bien le personnage qui fait le pont entre les deux, qui est le... Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, l'idée d'une tripartition sociale, parce que c'est de ça dont il s'agit, on l'a chez Dumézil, avec effectivement ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui font la guerre. Donc effectivement, c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Alors, on a Fabre d'Olivier, qui s'inspire de Pythagore et qui dit, d'un côté, il y a les maîtres, qui sont inspirés par la Providence, et puis il y a les ouvriers qui sont la force de la volonté. Et il manque quelque chose, voilà. Donc c'est intéressant. Et après, il y a quelque chose qui va se développer qui s'appelle la synarchie. Alors la synarchie, certains synarques vont devenir des fachos. Donc c'est là où, si vous voulez, la pensée... par contre, alors peut-être la pensée la plus intéressante, c'est la pensée de Steiner, qui dit qu'à un moment donné, il y a trois forces, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et au lieu de les faire gérer par les mêmes principes, on va dire que finalement, la vie de l'esprit, ça doit être l'autogestion, et pas un ministère de la Culture. Qu'à un moment donné, l'égalité, ça doit être l'état de droit qui garantit des droits à tout le monde, et la fraternité doit être gérée non pas par l'État, mais par des associations. Donc Steiner, si vous voulez, il vient après Lang, et l'anthroposophie a infusé au moment du... L'anthroposophie est un mouvement qui se développe. Et il y a cette idée de revoir les choses et de sortir du monopole de quelque chose. Puisqu'en fait, dans le débat entre le socialiste, c'est soit d'un côté, effectivement, c'est l'État qui gère tout, ou c'est le marché qui gère tout. Là, on est dans une pensée un peu paradoxale, mais qui n'a jamais été appliquée, vraiment. Je ne dis pas que c'est une panacée non plus, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on voit sur un plan symbolique la fin,
on se dit que les êtres humains que nous sommes, nous avons tous en nous les trois personnages. Hein. Nous avons la tête, nous sommes dans ce personnage qui est mental, qui pense et qui veut ordonner. On a en nous une capacité de créer des choses avec la matière, dans les souterrains, on est créatif. Mais à un moment donné, on a aussi des émotions, et l'idée d'un homme qui est un homme vrai, c'est un homme qui aligne ces trois centres de conscience. Et là, peut-être la réunification finale, au lieu de voir ça sur un plan politique, on peut le voir ça sur un plan symbolique, au sens que, si vous voulez, le symbole, c'est ce qui réunifie ce qui a été séparé. Le diabolique, c'est ce qui a été divisé. Et effectivement, vous avez une chanson de Grand Corps Malade qui s'appelle Ma tête, mon cœur, mes couilles, excusez-moi mesdames, parce que ça peut marcher aussi pour vous. C'est-à-dire que l'être humain, souvent, et avec la société, d'ailleurs, notre rapport aux machines, les sociologues qui travaillent sur les jeux vidéo disent qu'un enfant qui est face à un jeu vidéo, il travaille en termes de stratégie et de réflexe. Il ne travaille pas en termes d'empathie. Donc notre rapport à la machine ont tué, ont anesthésié notre rapport à l'autre. Hein. Vous voyez tous les jeux vidéo où on tue des gens sans aucun problème. Alors il y a des jeux vidéo aussi stratégiques qui sont très bien pour apprendre, hein, je ne diabolise pas. Mais Friesland nous dit peut-être qu'il manque quelque chose, et que l'homme, alors là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus spirituel, qui était le message des alchimistes et des constructeurs de Notre-Dame, de dire que l'homme il est tripartite, corps, âme, esprit. Et ce que n'arrive pas à faire Rodin, c'est à mettre de l'âme dans cette machine, puisque la seule qui a une âme et qui renvoie du sacré, c'est Maria. Voilà. Alors, le film apocalyptique, c'est intéressant parce qu'il y a une scène manquante. Alors, moi j'ai trouvé ça dans l'avant-scène, qui n'est pas dans la version que vous venez de voir. La scène manquante, il y a Feder qui aperçoit un moine qui prêche. Et ce moine, il dit en vérité, je vous le dis, proche sur les jours où on parle de l'Apocalypse. Donc, ça va accentuer encore le côté la fausse Maria, la grande prostituée, la fin du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, le nazisme arrive quand même. Et le nazisme, c'est quand même un sacré apocalypse pour un certain nombre de gens qui ont fini très très mal. Vous voyez. Donc quelque part, il y a une préscience de tout ça. Moi, je trouve que c'est très très chouette de montrer ça et de montrer que... Et alors, chez Lang, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer sur sa notion du divin? Parce qu'il a une vraie question. Alors, Lang, on peut dire qu'il est un peu mystique, un peu anarchiste, il est athée par moments. Et sa dernière apparition, c'est chez Godard. Hein, et il adapte l'Odyssée. L'Odyssée, c'est vraiment l'Odyssée, le roman initiatique du parcours du héros typique. Hein. Et alors, dans Siegfried, il était question de la mort de Dieu. Dans Les Trois Lumières, c'est l'absence de Dieu. Et petit à petit, dans les films de Lang, on va voir que, notamment ces films policiers, l'homme, il est à la fois ange et bête. Donc il y a un potentiel de divin ou de spirituel, mais qui, là, dans Métropolis, il est révélé par Maria. C'est vrai que c'est très chouette. Donc, Lang va nous montrer aussi quelque chose de très étonnant. Il utilise des images pour enseigner, mais il va montrer aussi que ces images qu'il utilise là pour nous montrer peut-être une autre vision de l'homme, eh bien, elles peuvent nous manipuler, on abuse. Hein. Et un de ces messages, voilà, moi, c'est un peu ce que je retiens du film, et que je perçois du message de Lang, qui est assez prophétique et qui aujourd'hui est un avertissement, c'est que les machines n'ont pas d'âme et ne nous sauveront pas. Hein. Ce ne sont pas les esclaves, mais nous. Bon, quand on voit la série Westworld, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est pas inintéressant quand même, de voir comment ça peut résonner. Voilà, alors Lang et le destin, parce qu'en fait, vous voyez, Métropolis parle aussi de ça, est-ce qu'on peut sortir de sa condition? Il a refusé de faire le remake de Métropolis. On lui proposait des ponts d'or. Par contre, il a fait une suite à Mabuse. Et la suite de Métropolis, je vous l'ai montré un petit peu, elle est un peu dans les films qu'il a fait en Inde. Et quand il parle en Inde, alors moi, comment je comprends l'œuvre de Lang, dans ce qu'il a voulu nous montrer, sur la fin de sa vie, avec ses œuvres, voilà. Il montre la question de ce magicien, la Rodvang, qui fait un peu la magie noire. Aujourd'hui, c'est Big Brother, c'est la technologie. Hein. Il va le montrer avec les yeux du docteur Mabuse. Et il dit un truc à la fin de sa vie, Friesland, qui est très beau. Il dit, c'est des entretiens qu'il fait, je crois, pour une émission télé. À la fin de ma vie, je crois qu'on peut choisir de ne plus subir son destin. Alors le destin, si on remplace ça par karma, si on pense qu'il a été aussi en lien avec la philosophie hindoue, peut-être que voilà, Friesland, c'est quelqu'un qui a évolué. Hein, il n'est pas monolithique sur un certain nombre de choses. Et ça, c'est très chouette. Voilà, donc Friesland est à la fin de sa vie, hein, avec Jean-Luc Godard. Et voilà, je vous invite à revoir les films de Friesland, notamment ceux que j'ai indiqués. Je vous invite à revenir voir pour avoir un peu plus d'éléments. Alors, on prendra plus de temps de discuter la prochaine fois, parce que là, il faut qu'on finisse à minuit pour le projecteur et le cinéma.
Donc la prochaine fois, la version Director's Cut de Blade Runner. Donc ça, c'était les dates qui n'ont pas eu lieu. Donc on vous a dit que c'était le 12 novembre, et après on finit l'année avec l'intelligence artificielle. Voilà. Merci d'être resté si tard, merci pour votre écoute. Et la séance, c'est sur YouTube, la chaîne Liber Mundi. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Et vous aurez tous les anciens ciné-clubs qui ont été faits ici, qui sont en ligne. Voilà, bonne soirée, bon retour chez vous. Merci. Ça a été un merci de